table ronde. Avant de commencer, je vais vous préciser un peu les règles de fonctionnement. Chacune des tables rondes va durer à peu près 40 minutes. Et l'animateur pose des questions aux intervenants qui ont à peu près 3 minutes pour y répondre, pour rester dans le timing qui a été pensé. Et si un autre intervenant souhaite rebondir ou compléter une question ou une intervention de participant, il va faire un petit geste et la parole qui sera levée. Nous allons donc démarrer avec la table ronde numéro 1, dont le titre est RH en transformation, quelle innovation et sens. C'est un vaste programme que nous allons donc essayer de défendre en 30 minutes. Nous avons la chance d'avoir des intervenants au regard complémentaire issus du syndicalisme, du coaching, des RH opérationnels et du numérique. Donc merci de bien vouloir accueillir M. Sébastien Michel, le secrétaire de la Fédération. Nous accueillons ensuite Mme Sandrine Caïn, qui est coach et candidate populaire. Et ensuite M. Maxime Audrin, qui est HR Business Partner spécialisé en fusion et Arthur Vincent, co-président de l'Observatoire de l'infobésité et co-CEO de MEN. Alors, transformation, hybridation, quel sens, fatigue informationnelle, tension générationnelle, la fonction RH est en chaos. De plus en plus, on attendait qu'elle ne soit plus seulement un gestionnaire, mais un garant du lien, un moteur de l'innovation et garante du bien-être et de la performance durable. Alors, comment concilier care et transformation? Quel levier pour innover sans désincarner? Et comment les RH, les managers, les partenaires sociaux, les coachs peuvent ensemble co-construire un avenir du travail plus humain et plus porteur de sens. Alors, avant de démarrer, je vais peut-être donner une petite définition du care management pour qu'on soit tous à peu près au même niveau d'information. Alors, pour nous, le care management, c'est créer un environnement de travail fondé sur la confiance, la reconnaissance et le respect des vulnérabilités humaines. J'aimerais démarrer avec un regard syndical et RH sur donc, les attentes des salariés par rapport à ce care management. Monsieur Sébastien Michel, comment les représentants du personnel perçoivent-ils l'évolution de la fonction RH vers davantage de care? Alors c'est une question à la fois simple et complexe. La perception qu'on peut en avoir dépend vraiment des individus auxquels on fait face. C'est-à-dire que avant de commencer à penser transformation du travail, déjà, à notre sens, penser les relations de travail. Parce qu'une bonne transformation, pour qu'elle soit valable, il faut qu'elle soit portée par un maximum de personnes, et dans la société plus que jamais, dans laquelle on vit actuellement, pour qu'il y ait le meilleur portage possible, il faut qu'il y ait quelque part une forme de co-construction. C'est-à-dire qu'un projet tombe du ciel d'une équipe de direction portée par le meilleur RH du monde, s'il n'y a pas eu d'association en amont du personnel de l'entreprise, c'est presque vous à l'échec. On peut avoir raison d'ailleurs. Donc ces transformations RH vers le care, comme ce que vous évoquiez, font partie de tout ça. Pour bien comprendre la question, il est nécessaire de s'enquérir des besoins des collaborateurs. Je prends toujours l'exemple piège de ces entreprises qui vous mettent il faut plein de trucs, et puis qui ouvrent une crèche, et puis voilà, puis ils sont contents d'un petit petit fleur. Mais si ce n'est pas ce dont ils ont besoin, si ce n'est pas ce qu'ils veulent, le baby-foot, il y aura jamais personne dessus, puis la crèche, ça sera inutilisé. Et il n'y a pas en fait de réponse unique à ça, c'est presque de l'individualisation. Mais à minima, au sein de l'entreprise, il est très très important que toutes les composantes de la communauté de travail finalement
soit dans d'excellentes relations, dans des échanges permanents. Alors les échanges, parfois on n'est pas d'accord, oui, mais c'est nécessaire de passer par cet échange pour savoir ce dont les collaborateurs ont besoin. À partir de ce moment-là, vous pourrez exprimer votre fibre de bienveillance. D'accord, donc si je comprends bien, ce care management dont on parle, qui serait à mettre en place par les RH, doit être co-construit. Ce n'est pas une initiative uniquement en provenance des RH. C'est ça, puisque ça reste une notion de bienveillance quelque part. Si j'ai bien saisi la définition que je vous ai dit tout à l'heure. Mais la bienveillance, ça veut dire rien dire. Ça dépend des attentes des personnes qui sont en face. Il y a certains actes que vous poserez qui sont très bien reçus parce que la personne en face, à un instant de sa vie, aura besoin de ça, mais à un autre instant, une autre personne va très mal le prendre parce que c'est dans sa vie actuelle, c'est pas du tout, ça ne répond pas du tout à ses attentes, à ses besoins. Et là, ça devient très compliqué. Pas que les politiques, c'est très très compliqué parce que plus on a de monde à gérer, et pire c'est pas. Très bien, donc j'entends co-construction de la part de M. Sébastien Michel. Monsieur Maxime Audrin, en tant que RH, quel serait votre rapport sur cette notion de care management et comment vous l'envisagez dans le cas même de vos missions lors des fusions-acquisitions? Vous m'entendez? Oui, en fonction de ça. Peut-être juste 30 secondes que je me présente. Effectivement, donc moi je suis HR Business Partner pour une société qui s'appelle Datadog dans la tech. On est près de 8000 salariés maintenant dans le monde et on a aussi un rythme assez conséquent, de l'ordre de 20% des effectifs par an. Donc nous, on grossit par croissance interne via le recrutement de nouveaux profils, mais aussi via des acquisitions. Donc moi j'ai une double casquette, celle d'être RH pour une partie de ces salariés et aussi de gérer des projets d'acquisition pour eux. La vision du care management, c'est plus, pour moi, il y a les deux mots qui sont importants qui sont care et management. Et nous, en tant qu'RH, on ne peut pas se multiplier de manière infinie. Donc on s'appuie beaucoup sur le management. Et c'est eux qui véhiculent aussi l'image, la posture managériale qu'on souhaite. Et ça passe par différentes manières. La première, ça va être s'assurer qu'on a les bons managers en place. Donc moi, en tant qu'RH, quand on veut promouvoir quelqu'un en poste de manager, j'ai un avis, je le partage au manager qui veut promouvoir les personnes de son équipe, et je m'assure qu'on met les bonnes personnes. Deuxièmement, après, on a des formations qui sont obligatoires pour tous les managers, alors différents niveaux de management, pour s'assurer qu'ils aient les bases de management qu'on souhaite, et notamment sur la partie écoute, parce que la partie care management, pour moi, il y a plusieurs façons de l'analyser. D'un point de vue managérial, c'est comment on écoute les personnes dans ses équipes, comment on les aide à grandir, comment on leur donne des missions qui vont les intéresser, parce que finalement ça passe par là, le care. C'est s'assurer que les gens soient épanouis dans leur travail. Et ensuite, c'est l'idée à grandir ses collaborateurs. Moi je fais partie d'une entreprise où on a des baby-foot et la bouffe gratuite, donc on est dans cet environnement-là. Est-ce que vous pensez que le care management est d'autant plus important lorsque les entreprises vivent ces fusions-acquisitions qui sont vraiment plutôt anxiogènes pour les équipes? Ouais, en fait, ça a vraiment plus de sens dans ce cas-là. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, les gens qui nous rejoignent une acquisition, ils n'ont pas choisi nos gens. Donc en fait, ils étaient dans leur entreprise, très bien, et puis d'un jour au lendemain, le fondateur, suivant s'il a décidé de les impliquer ou pas, il va leur dire, bon, demain, vous faites partie de Datadog. Donc moi, mon travail dans ces fusions-acquisitions, c'est de travailler avec les fondateurs et les RH des entreprises qu'on rachète pour mettre le plan d'intégration, travailler sur la due diligence, une analyse un petit peu de la culture RH de la société. Et ensuite, ça passe par beaucoup de communication. Il faut surcommuniquer, beaucoup de transparence, et ensuite un projet clair pour les personnes qui nous rejoignent. Donc, soit un projet clair de savoir sur quoi ils vont travailler, ou soit un projet clair sur mon travail, effectivement, il était comme ça dans mon entreprise, aujourd'hui, il va être ajusté un petit
beaucoup. Là, on a abordé effectivement des contextes de transformation assez lourds. Je propose qu'on avance plutôt sur tout ce qui est accompagnement managériaux du quotidien. Et je me tourne vers Mme Sarmencal. Dans vos accompagnements, comment le CARE s'articule avec la transformation des postures managériales dans un monde hybride? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Comment vous accompagnez les managers pour qu'ils soient plus dans le CARE dans ces nouveaux environnements de travail? Eh bien, donc pour me présenter aussi rapidement, ça fait 25 ans que j'accompagne les entreprises dans des contextes de changement divers et variés. Et en fait, par rapport à cette question, moi, il y a plusieurs mots qui me viennent. Derrière le CARE, moi, c'est la notion plutôt de culture qui me frappe. Donc en fait, les entreprises que j'accompagne, elles ont en fait cette intention de CARE, et ça se traduit par une culture se traduit par des comportements, et évidemment par un cadre, on va dire, de bienveillance, évidemment. Donc aussi des valeurs qui sont parfois celles que l'entreprise a construites. Donc comment j'accompagne dans ce cadre-là? Qu'est-ce que font les entreprises sur ces sujets-là? Moi, j'ai observé qu'il y a, dans les grandes entreprises en tout cas, ce CARE management se traduit par la posture du manager coach qui est donc là pour accompagner et faire grandir les collaborateurs. Ce que je voulais aussi dire, c'est que ça coïncide avec un moment où les aspirations des collaborateurs changent, où c'est difficile de les recruter, c'est difficile de les retenir. Et c'est dans ça que s'inscrit la culture du CARE. C'est pas le CARE pour le CARE, c'est vraiment l'idée qu'il y a quand même des gros enjeux humains de rétention, c'est aussi les attentes des générations Y et Z, voilà, de progresser, et sinon ils s'en vont. Donc il y a vraiment ces gros sujets. Et puis également ce que je vois de plus en plus, c'est des managers dans la culture du CARE qui donnent le mode d'emploi de leur fonctionnement. Vous avez parlé tout à l'heure de droit à la déconnexion, ça a l'air simple comme ça, de ne pas travailler tout le temps alors que c'est possible. Il y a vraiment un sujet d'exemplarité. Et donc, quand j'accompagne les managers, la première des choses, c'est qu'ils se posent des questions sur eux-mêmes, sur comment ils prennent soin d'eux-mêmes avant de pouvoir proposer une culture du CARE. Et donc, ils donnent parfois le mode d'emploi sur tiens, je t'envoie un mail à tel moment, c'est le soir ou c'est le week-end, mais j'attends pas de toi une réponse immédiate, c'est parce que c'est dans mon organisation personnelle. Et du coup, voilà, ça clarifie tout de suite les règles du jeu et ça installe par exemple ce droit à la déconnexion. Merci beaucoup. J'ai appris la transition parfaite pour continuer avec M. Vincent. On parle de droit à la déconnexion, vous travaillez sur la gestion de l'infobésité. J'ai envie de vous demander comment est-ce qu'elle impacte le CARE en entreprise et le bien-être des collaborateurs dans un environnement hybride. Bonjour, est-ce que vous connaissez déjà ce que c'est que l'infobésité? Juste à la main levée, un petit peu, c'est la surcharge informationnelle, c'est un néologisme. Ça traduit en fait le trop-plein de mails, le trop-plein de réunions, le trop-plein de sollicitations numériques, ce qui fait partie quand même du quotidien de la vie en entreprise publique ou privée. Et donc ça a un impact assez important en fait, sur la qualité du travail et sur l'organisation du travail. Moi, ce que je trouve intéressant, donc, côté Mail, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure, donc on compte les emails. Ça fait des années que je compte les emails, pour que les emails comptent. Ça n'a l'air pas très noble, mais c'est assez passionnant parce qu'on sent que ça a un impact énorme sur la charge de travail. Et que notamment quand on est dans l'hybridation, en fait, les outils numériques ont un rôle prépondérant dans l'organisation du travail. C'est eux qui ont permis le travail flexible. Et surtout, ça a été assez peu accompagné en termes de bornes, parce que finalement, chacun a adopté des techniques pour s'en sortir, sans qu'il y ait une discussion, un dialogue d'équipe constructif pour savoir si on a le droit de faire, pas le droit de faire. Donc des choses bêtes, nous on a bien vu qu'il y a des organisations dans lesquelles les amplitudes horaires de reconnexion ont été contrôlées, et puis d'autres où c'est parti complètement en cacahuète, avec des bornes minimum et maximum qui ont été le pire de l'entreprise. Donc les flux de communication qui démarrent à 6h, qui s'arrêtent à 23h, et puis personne ne se connecte par choix, c'est ça qui est hyper intéressant à comprendre, c'est qu'on le fait parce que on a une image à tenir, que c'est mon manager si je ne réponds pas en dimanche, etc. Donc c'est intéressant de poser tout ça. Et cette infobésité, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être un outil pour transformer l'équipe et pour prendre soin d'elle.
justement, on passe un peu d'une culture des moyens et une culture du résultat. Enfin, l'exemple type, c'est, on va regarder l'exemple de Bradley Thompson qui parle à tout le monde, engagement de moyens dans la loi, je fais une charte. Qui a déjà respecté une charte? Lève la main, ok, on est d'accord. Il faut le faire, il n'y a pas le choix, il faut faire une charte, mais on sait bien que ça ne va pas changer les choses. Ce qui est intéressant, c'est quand on mesure, de passer d'une logique d'engagement de moyens à, en fait, dans les faits, est-ce qu'on est exemplaire? Est-ce que dans notre service, on arrive vraiment à déconnecter? Est-ce que des vacances, on sait faire des vacances sans envoyer d'email? Et ça, en fait, c'est assez rare. Je vous ai ramené plein de petites stats sur le sujet, si ça vous intéresse. Donc ça s'organise, et en gros, la mesure de l'infobésité peut être un outil pour passer des belles intentions à, concrètement, est-ce que ça se voit dans l'organisation du travail, qu'on a contrôlé un peu la proportion et la place que ça prenait, qu'on n'est pas inondé de tunnels de réunion, ça c'est un autre sujet que vous allez vivre au quotidien. Ça a des conséquences psychosociales, de fatigue, de stress. Donc vraiment, il faut l'encadrer, il faut le mesurer pour agir dans la durée dessus. Merci. Justement, est-ce que vous pourriez nous préciser ce que vous faites dans le cadre de vos activités, donc la gestion de l'infobésité par rapport aux entreprises? Comment vous... Oui, c'est une méthodologie assez simple, on fait de l'amélioration continue. Donc, première étape, on mesure. En fait, un peu une vision médicale du problème. On fait comme une prise de sang, on se plug au système d'information, puis on va analyser 100, 200 millions d'antennes de mails, de réunions, de pratiques sur Teams, sur Slack, etc. Et on va juste poser un constat, déjà factuel, on appelle ça un audit des usages numériques. Ça représente combien, quand, comment, quel canal, combien de réunions, etc. Donc ça, c'est du temps de la mesure. Après, cet outil-là, cette mesure-là, c'est un vrai carburant pour créer du dialogue dans les équipes. Donc là, il faut sortir de la techno, il faut en faire un outil où on échange. Et en fait, qui a récemment parlé avec son manager et son équipe de comment on allait s'envoyer des mails? Pareil, c'est un impensé du travail, alors que c'est l'essentiel de nos journées. Donc juste donner ça, mais avec de la matière pour que ce soit objectif. Parce que sinon, on est un peu dans une guerre des châtaignes. Ça, c'est un bon mail, ça, c'est un mauvais mail, etc. Donc voilà, on donne de la data, on organise du dialogue dans les équipes, et après, le truc intéressant, c'est que nous, on est assez convaincus qu'il faut que ce soit un sujet qui se pilote, une nouvelle compétence qui se pilote dans les organisations. C'est 2/3 de notre vie professionnelle, les mails et les réunions, et en fait, personne n'est responsable dans une équipe d'en parler, de suivre, de propager les bonnes pratiques, de réguler. Ça paraît assez fou hein, quand on en parle, mais pourtant c'est le cas. Et donc, de former en fait chez nos clients des référents, infobésité et collaboration numérique, donc des gens qui vont s'occuper d'être un peu le point de contact pour se dire d'accord, je cherche à réinventer le mode de travail, qu'on fasse des trucs qui soient co-construits et pas le Jacques fait ça. En fait, non, il faut que ce soit une décision collective des salariés de se dire comment on a envie de travailler ensemble. Et le fait d'avoir de la data, ce qui est intéressant, c'est la dernière étape, c'est qu'on peut suivre si les gros engagements qu'on a pris, ils s'appliquent et s'ils s'appliquent dans le temps. Et à quel moment on remet le sujet sur la table si les choses ne fonctionnent pas. Donc on se met vraiment dans une logique d'amélioration continue des pratiques numériques dans le travail. Merci beaucoup. Donc ça vous permet d'avoir déjà quelques éléments d'information sur les leviers d'action qui sont possibles pour aller vers le CARE. Ces leviers sont multiples. On parle de transformer la culture, d'innover au niveau des pratiques et de mettre en place un certain nombre d'outils. Maxime Audrin, quels outils RH utilisez-vous pour favoriser l'adhésion culturelle et le bien-être dans ces contextes de transformation dans votre entreprise? Dans le cadre des fusions d'acquisition, Par exemple. Oui, on s'appuie sur des choses assez simples. Donc, c'est de la même. Et finalement, on aborde un petit peu les personnes qui nous rejoignent via les acquisitions de la même manière que les nouveaux embauchés, avec plus de care, avec plus de communication, de transparence, faire des messages. Mais alors, chaque salarié, quand il rejoint l'entreprise, il doit remplir un truc qui s'appelle How to Work with Me, comment travailler avec moi. Et j'ai repensé à l'instant quand on parlait de ça, et se pose une question notamment de préfères-tu les communications via Slack, via email, dans quel ordre, etc. Donc on met en place les règles par écrit, pour le coup, avec son manager. Donc ça, c'est un petit outil qui paraît si simple, mais qui est quand même pas mal parce que ça permet d'entamer un premier dialogue sur comment on travaille ensemble, qu'est-ce que j'aime, quelle heure je me connecte, et puis tout le manager fait pareil. Donc ça permet de s'aligner sur ces attentes-là et sur la manière dont on travaille et vit. Ensuite, on fait beaucoup de surveys. Nous, on fait des engagement surveys, 2 fois par an.
partage. Nous allons évoluer vers une redéfinition donc, du travail et du sens. Là, je m'adresse à M. Sébastien Michel. Comment les syndicalistes participent-ils ou aimeraient-ils participer à la redéfinition du sens au travail? Eh bien, déjà, j'ai un appel annoncé, c'est laissez-nous tranquille. En fait, et ça ne s'adresse pas au RH, ça s'adresse plutôt à la puissance publique qui n'a cesse de nous enlever des prérogatives. Et en fait, si on veut vraiment participer à la vie de l'entreprise, il faut qu'on puisse s'y impliquer. Et c'est pas en nous sortant progressivement de liberté, en nous enlevant des moyens, on va y arriver. Ça devient de plus en plus complexe, et puis ça va faire que décaler le problème, puisqu'on retournera à ce qu'on a connu à la genèse du syndicalisme, on le fera quand même à l'extérieur de l'entreprise. Donc finalement, en termes de communauté de travail, de tout ce à quoi on aspire, c'est complètement contre-productif. Donc, nous, vraiment, ce qu'on aimerait mettre en place, alors là je parle vraiment pour la CDT parce qu'on a des visions assez différentes selon les organisations syndicales, on va dire de manière très simple, c'est de pouvoir avoir des espaces d'échange finalement même informels, plus souvent et plus variés avec nos employeurs, les employeurs de nos entreprises, pour pouvoir justement faire sauter les verrous du légal. On se retrouve facilement dans un sketch, une pièce de théâtre, quand on est dans des IRP, quand tout est formalisé, c'est réglé par la loi. Finalement, dans une entreprise, on a un peu mal à se parler, on se parle de la loi face à la loi, puis bientôt on parle d'avocat à avocat. Ça ne marche pas, en fait. Et à quoi pensez-vous lorsque vous parlez d'informel? Alors, j'ai pu vivre dans une autre vie bien connue, quand j'étais à Engie, avec un jumeau, je dirais le nom, où on se voyait régulièrement en terrain neutre, dans Paris, dans un troquet, une gare, et puis on se parlait à l'heure non plus. C'est quand même des RH d'une entreprise du CAC 40. Il faut bien se situer. Et quand on se retrouve face à un individu comme celui-ci dans cet environnement-là, forcément, on ne retrouve pas le même quand on l'a dans l'IRP, dans une instance officielle. Et il a exactement le même regard vis-à-vis de moi aussi, parce que on a tous notre rôle à tenir. Et là, ce sont ces espaces-là qui sont les plus productifs et violents. Parce qu'on peut se parler librement, il n'y a pas de contrôle, on se dit les choses d'humain à humain, et quand on est en confiance, ça fonctionne. D'accord, donc avancer sur le sens au travail et la culture du bien-être, d'augmenter le nombre de rencontres et de préférences hors des sentiers là-dessus. C'est ça, puisque donner du sens au travail, on est tous d'accord par rapport à ça, mais encore une fois, c'est compliqué. Donner du sens au travail, ça dépend de l'aspiration de chacun. On n'attend pas tous la même chose de notre boulot. Il y a certains collaborateurs, vous leur donnez de l'autonomie, ils sont complètement perdus, ils sont affolés. Il y en a d'autres, si vous ne le faites pas, ils vont être complètement perdus et affolés. Donc finalement, cette quête de sens-là, elle ne peut pas trouver une réponse dans un acte unique ou dans une poignée d'actes. Ça nécessite une connaissance très profonde de son tissu social. Et ça, pour vraiment l'appréhender, il n'y a rien de tel que les échanges informels. Alors on passe à tout le monde parce que c'est un passage obligé. Mais les échanges informels avec les employeurs et représentants du personnel sont vraiment indispensables. On a fait avancer énormément de choses comme ça. Parce qu'après, une fois qu'on avait partagé nos perceptions respectives, on pouvait travailler pour faire matcher la chose en négociation. Très bien. Merci beaucoup. Madame Caille, quel frein observez-vous chez les managers dans l'intégration d'une culture du bien-être et du sens? Alors, comment les aidez-vous à dépasser ces freins-là? Alors le premier mot, d'abord, c'est, je ne sais pas si c'est d'avoir des freins ou qui sont un peu perdus. Pourquoi ils sont perdus? Parce qu'en fait, il y a cette personnalisation dont parle Sébastien, ce besoin de personnalisation, de faire quasiment du cas par cas. Et c'est quand même assez compliqué de gérer plein de cas différents, plein d'attentes différentes,
Donc ça, c'est le premier sujet qui fait que c'est compliqué d'être manager aujourd'hui et qui fait d'ailleurs qu'il y a plein de managers qui veulent pas, plein de cadres qui ne veulent pas être manager et qui refusent cette soi-disant promotion. Donc ça, c'est le premier élément que je voulais amener. Donc c'est un frein direct, hein, c'est carrément, ils refusent la promotion. La deuxième chose dont je voulais parler en termes de frein, c'est le décalage de perception qu'il peut y avoir entre les managers qu'on écoute et puis les collaborateurs qu'on entend aussi. Donc le manager, évidemment, pour lui, il fait confiance à ses collaborateurs. Et quand on écoute les collaborateurs, ils disent quand même, mon manager, il ne fait pas trop confiance. Il y a vraiment encore ce mythe du on ne fait rien quand on est chez soi en télétravail. Donc il y a encore vraiment des choses à faire bouger profondément dans la culture managériale pour que vraiment cette confiance, elle soit ressentie et perçue par les collaborateurs et pas juste des phrases on vous fait confiance, etc. Donc ça, c'est le deuxième élément. Donc comment je fais? Et ben, en fait, je suis coach et donc dans le coaching, il y a un sujet qui est important, c'est la prise de conscience. La première étape, c'est faire prendre conscience de ces décalages de perception, de ces difficultés, de ces incompréhensions qu'il peut y avoir entre les attentes de jeunes générations notamment, et puis d'un management, on va dire, old school, très directif. C'est aussi les sensibiliser à ce qu'ils risquent s'ils continuent comme ça, s'ils n'adaptent pas leur management. Et là arrive la question de ok, mais alors comment je fais? Parce que du coup, ils sont encore plus perdus quand on aborde ces questions-là. Donc, est-ce que c'est vraiment des freins au sens refus d'obstacles? Je ne suis pas certaine. Parce que de toute façon, avec la Covid, ils ont bien dû s'adapter. Ça a été très troublant d'ailleurs de passer d'un management classique sur le lieu de travail à du management à distance. Ça reste un problème, mais finalement, ça existait déjà. Quand il y a du multi-site, on fait du management à distance. Donc, cette question du à distance, elle se posait déjà dans certains environnements. Et là, la question, c'est comment on arrive à faire du mieux qu'on peut avec des personnes différentes, avec des attentes différentes, et surtout comment on reste conscient. Ma conviction sur le sujet, c'est que les managers qui pensent tout savoir et avoir des certitudes, ils sont un peu en risque. Merci beaucoup. Nous acheminons vers la fin de la première table ronde. Je vais poser une dernière question et je laisserai le micro tourner. J'ai envie de vous demander comment est-ce que vous intégrez la dimension humaine et émotionnelle dans les pratiques RH pour permettre justement d'être toujours dans ce care et dans cette quête de sens. Est-ce que c'est des sujets qui sont traités chez vous? Je vais me lancer et je vais prendre ma casquette employeur. Parce que dans les structures sanitaires, les grosses structures sanitaires, on a aussi des salariés. Et on a aussi des CSE. Avec des syndicalistes en face de nous. Vous voyez, on est re-questionné tout le temps. Pour bien travailler à cette question sociale, puisque les attentes sont les mêmes, exactement que dans les entreprises. Les problèmes sont les mêmes, exactement comme dans les entreprises. Dans notre fédération, notre exécutif a pris la décision d'échanger, de provoquer de manière formelle avec nos salariés des échanges, des déjeuners, de sortir un peu de l'ordinaire, de les convier également à nos travaux, des choses auxquelles ils n'ont pas accès habituellement. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple d'une réunion de branche qui se prépare avec un certain nombre de militants. Il y en a eu aujourd'hui, j'étais chez vous. Il y avait 20 personnes par région, il y avait à peu près 100 personnes. On a une assistante de branche qui ne voit jamais ce qui se passe, qu'on se dit, et finalement qui ne perçoit pas nos travaux. Et bien, pour mieux l'intégrer à la communauté de travail, on la convie, qu'elle vienne et qu'elle puisse s'exprimer et qu'elle puisse aussi peut-être un jour émettre le souhait de prendre un mandat politique.
techniques, rester salarié bien évidemment, et ça ne m'empêche pas, et de vouloir s'investir du coup syndicalement dans vos travaux, réellement. Et donner une perspective du coup, et la laisser choisir ce vers quoi elle voudra évoluer. Alors ça, c'est pas évident à mettre en place, mais ça a l'air d'être plutôt pas mal perçu. Je repose la question aux autres. Comment vous intégrez la dimension humaine et émotionnelle dans vos pratiques? Bon, alors moi, c'est mon quotidien. J'ai cette chance, parce que quand il n'y a pas des robots, voilà, on reste des humains, donc on a des émotions. Si je peux faire un petit retour en arrière, quand j'ai commencé à travailler ce sujet-là, donc ça fait, on va dire, une vingtaine d'années, je croisais quand même des gens, quand on leur parlait d'émotions, on me disait non, j'en ai pas. Bon, heureusement, ils ont eu des enfants, ils ont gardé vice-versa, et du coup, tout d'un coup, ils ont compris que oui, on a des émotions. Alors là, avec vice-versa 2, je vous assure que j'ai pris beaucoup d'ambition sur l'estime de soi, ça devient vraiment le sujet à ne pas manquer. Très bien. Et du coup, si vous voulez vraiment investir sur vous-même, le petit conseil que je peux vous donner, c'est passer le questionnaire EQI, analyser votre quotient émotionnel, c'est un outil qui est incroyable. Et à partir de ça, on peut vraiment... La grosse différence avec le QI, c'est que le QI, il ne changera pas. Donc, vous ayez 7 ans ou 77 ans, le quotient émotionnel, il peut bouger. Si on travaille des compétences, comme c'est un outil systémique, tout peut se mettre en place. Donc vraiment, moi, les émotions, j'y crois énormément et je me dis heureusement qu'on en a, sinon la vie serait bien triste. Merci. Pareil, un peu de mon côté, en tant que Charles RH, je discute avec beaucoup de salariés, beaucoup de managers. Ça nous arrive de faire face à des problématiques de performance, différentes problématiques d'ailleurs. Et j'essaie toujours de remettre un peu en perspective les trajectoires des personnes. Parce que finalement, on est au travail, mais on a aussi une vie personnelle qui peut affecter notre performance. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut particulièrement faire attention. Et ensuite, aider les managers à s'affranchir de leur propre biais. Pour qu'ils puissent aussi comprendre les personnes de leurs équipes. Donc c'est pas mal de temps que je passe avec les managers pour essayer de comprendre un peu mieux les situations, leur poser des bonnes questions pour qu'ils réfléchissent aussi. C'est un peu de coaching que vous leur faites. Oui, tout à fait. Ouais. C'est du coaching de RH. Et effectivement, on est tous coachs dans notre métier. Et aussi, on forme les managers à avoir une posture de coach. Et effectivement, c'est beaucoup d'accompagnement pour essayer de les débloquer sur la compréhension de la situation. Merci beaucoup. Alors moi, on est une petite structure, parce qu'on est 3, donc la place des émotions est importante, en tout cas à notre échelle. Mais par contre, ce que je vais peut-être rajouter, c'est l'évolution dans notre approche de l'infobésité. Il y a 8 ans, quand on a démarré, vision tech, Startup Nation, bien sûr. Donc on va faire un outil SaaS, et c'est comme ça qu'on va résoudre le problème. Donc on va aller en ligne, chacun dans son coin, pianoter avec un truc. Et en fait, au bout d'un moment, il y avait une grosse dissonance cognitive de se dire ce qu'on veut traiter, c'est un problème de surinformation et de manque de dialogue dans les équipes. Et à la fin, en fait, on est en train d'envoyer des relances par mail pour dire venez sur notre outil, venez sur notre outil. Ce qui est quand même encore le cas de la moitié des startups RH. Et donc, en fait, à ce moment-là, on a dit que c'est pas le plus intéressant, en fait, parce que les grains de sable qu'on a envie de traiter et qui sont passionnants, c'est justement quand il y a une vraie discussion qui se fait entre les personnes. Et souvent, il y a beaucoup d'émotions qui sortent. Donc, maintenant, en fait, la data, on l'utilise comme un ingrédient qui, à la fin, doit être utilisé dans des ateliers d'équipe. Donc, dans des temps de dialogue collectif et de co-construction. Et c'est émouvant. Je veux dire, j'ai vu des grands chefs et des grandes chefs devant leur équipe, alors que ça fait 15 ans qu'ils bossent ensemble, se dire juste droit dans les yeux, tu sais, je te fais confiance, ça fait 15 ans que tu mets en copie de tous tes mails, je sais que tu travailles, je n'ai pas besoin. Quoi. Et t'as l'autre en face qui dit, ah mais je pensais que tu avais des doutes, etc. Donc on rentre par un truc du mail et on est sur une thérapie psychanalytique après de l'équipe. Et en fait, moi je trouve ça très intéressant parce que c'est dans la partie qui se produit en vrai qu'il y a des déclics et que derrière les choses elles évoluent et les gens disent ah ouais, en fait ça a changé très complètement ma vie de travail. Donc on peut aussi réinventer son modèle économique et sa façon d'apporter de la valeur en y mettant
beaucoup à nos 4 intervenants pour ces partages très riches. S'il y avait un fil rouge que moi je retiens, c'est la coopération entre les différents parties prenantes, donc les RH, les managers, les coachs et les organismes syndicaux, pour réussir à apporter un peu de sens et de care dans la façon de travailler dans nos organisations hybrides. Nous allons maintenant ouvrir un court temps de questions au public. Est-ce que dans la salle, il y a une personne qui aimerait avoir un peu plus d'éléments de contexte de... Visez gratuit. Oui. Bonjour à tous, Fabrice Démon, psychologue 98. Merci pour vos interventions, très intéressantes. Pour éclairage, j'ai une question pour vous, donc Maxime. Quelle est la moyenne d'âge de votre population de salariés, on va dire pour Datadog France, c'est ce qui nous intéresse. Et puis j'avais une question aussi pour Sébastien Michel. Merci de nous avoir partagé votre expérience aussi d'employeur en tant qu'OS. J'ai une question vraiment par curiosité. Est-ce que 100% de vos salariés de la FED sont adhérents au CLDT? Ils ont une carte, ils sont encartés. C'est une bonne question. Alors moi je suis RH pour la France, les États-Unis et différents pays. Donc j'ai une vision globale. En France, je pense que c'est plus de 30 ans, je dirais. 30 ans la moyenne. Je dirais ça, voire un petit peu plus jeune. Je dirais 30. En 30 ans, je pense. En fait, on a une croissance telle qui fait que donc à la moyenne d'âge, il y a ce qu'on appelle la tenue, donc le nombre d'années chez Datadog, dans l'entreprise. C'est vrai que cette moyenne reste vaste parce qu'en fait, on recrute tellement qu'on a beaucoup de nouveaux embauchés. Ça nous arrive d'avoir des 150 personnes qui commencent là. C'est quand même assez impressionnant. D'où l'enjeu culturel. Mais moyenne d'âge assez intéressant. Alors, l'adhésion syndicale, vaste sujet. En tant qu'employeur, on n'a pas le droit d'imposer. Donc, on n'impose pas. Et à la CDC, on a fait le pari de ne même pas aborder le sujet au moment des entretiens. Ça arrive qu'on ait des salariés qui viennent nous voir en disant je suis prêt, je voudrais adhérer. Donc, on a une structure qui a été créée par la Confédération qui est complètement indépendante de toutes les autres structures, les syndicats, les fédérations. Et ces salariés-là adhèrent à cette structure directement rattachée à la Confédération. On a beaucoup de délégués syndicaux, on a des CSE, tout ça, mais on a aussi un certain volant de salariés qui refusent l'adhésion syndicale, qui ne veulent pas, ça ne les intéresse pas, ils ne veulent pas bosser. Généralement, ils le font très bien, ça l'un n'empêche pas l'autre. Et puis, donc, tout le monde n'est pas adhérent chez nous. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ma question est plutôt pour Mme Gaëlle. Quand le manager a pris conscience qu'il était un petit peu old school, qu'il fallait qu'il se remette en question, il en est bien conscient, il a compris que l'enjeu était vital pour lui et ses équipes. Comment on l'accompagne le changement quand ça fait 20 ans, 25 ans qu'il a managé de la même façon? Alors en effet, c'est perturbant pour lui. Il y a des nouveaux repères à construire, mais de mon expérience, la clé de voûte, c'est vraiment la motivation. C'est pour ça que prescrire un coaching, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que si la personne n'est pas volontaire et n'a pas envie que les choses changent, je ne ferai pas de miracle et rien ne changera. Donc il y a vraiment cette question de la motivation, donc ça se travaille. Ça peut prendre plusieurs séances parfois. Mais la plupart des gens que j'accompagne avec réussite, c'est ceux qui, d'emblée, ont envie, en fait. Et ils ont envie pourquoi? Parce que ça leur pose quand même des problèmes. Ils se rendent bien compte que c'est pas totalement efficace. Ou alors, ça a marché un certain temps, et puis ils changent d'entité ou ils changent d'entreprise, et là, ça marche plus.
Donc là, ils se remettent en cause et ils disent non, ça va peut-être faire un peu autrement. Et après, concrètement, moi, mon accompagnement, ça va être de les mettre en situation, en fait. Donc, ils viennent avec de la matière, ils me racontent, voilà, j'ai eu telle occasion, j'ai fait ça, mais je suis pas sûre, parce que voilà, et je les laisse s'exprimer, en fait, sur comment ils ont vécu les choses, et surtout, le point névralgique, entre guillemets, c'est l'effet qu'ils produisent. Le juge de paix, c'est pas moi qui leur dis c'est bien, c'est pas bien, il n'y a pas de bien ou de mal en management. Mais en revanche, il y a vraiment cette question de quel effet je produis en tant que manager. Est-ce que ce que je fais a un effet positif et bénéfique, et ça peut marcher avec certaines personnes, ça peut ne pas marcher avec d'autres, ou est-ce que ça ne fonctionne pas? Et en fait, je les décourage, j'ai du mal à obtenir leur adhésion. Comme réponse. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il reste encore. Vous avez besoin de poser encore des questions? Ah oui. Bonjour et merci. Je trouve les échanges très intéressants. J'avais une question précise. J'ai deux petits insights. Le premier, c'est sur la co-construction. Donc le fait de ramener tout et de faire du sur-mesure, que je trouve très intéressant. Et ça me ramène à au deuxième point qui est, vous avez parlé tout à l'heure dans l'intégration, je parle à Maxime, dans l'intégration de vos nouveaux collaborateurs, vous avez parlé du How to Work with Me, qui est quelque chose qui est assez innovant de mon point de vue. Je voudrais savoir comment ça se traduit au quotidien aujourd'hui pour vous. Est-ce que c'est à l'échelle de l'équipe? Est-ce que c'est à l'échelle de l'entreprise? Est-ce que par exemple ça vous fait créer des personas? Ou alors par exemple c'est vraiment quelque chose que vous adaptez aux collaborateurs? Non, c'est un process officiel de l'entreprise, donc c'est à l'échelle globale. Et donc en fait, on utilise Workday comme outil RH. Et dans les tâches d'onboarding, en fait, il y a ce document How to Work with Me. Et en parallèle, on s'assure que on fait en sorte que les managers, dans leur plan d'intégration pour les personnes, discutent de ce sujet. Et donc en fait, ça se traduit tout simplement par un document avec des questions et puis les personnes les remplissent. Il va y avoir une trentaine quand même, voire une quarantaine. Et ensuite, il y a une discussion quelque chose comme ça. Et après, chaque manager, on ne peut pas rentrer plus ou moins en détail des réponses. Une dernière question? J'ai une question pour Arthur. Vous travaillez sur la publicité depuis quelques années, sous l'angle du mail. Il y a la Covid, on est tous passés sur Zoom Meetings avec la messagerie instantanée qui s'est ajoutée à la mail, donc la publicité a augmenté. Ça a augmenté aussi le fait que les gens sont de plus en plus multitâches parce que tout le temps interrompu dans ce qu'ils sont en train de faire. J'entends que avec Nelou, vous mettez en place des ateliers pour que les gens au sein d'une équipe puissent travailler ensemble et puissent se parler de ces choses-là. Est-ce que face à cette spirale assez infernale, il y a aussi des entreprises que vous avez accompagnées qui ont mis en place des choses un peu plus radicales, comme par exemple changer les paramétrages par défaut pour qu'on reçoive des notifications, des outils instantanés, bloquer les emails, etc. Est-ce qu'il y a des choses plus radicales? Il y a plein de choses radicales. La question c'est est-ce que c'est effectif, est-ce que ça marche? Alors déjà, tout à fait, en fait, je parle de mail, mais on a une vision, on parle du mix communication ou du millefeuille communicationnel dans la recherche, donc c'est l'empilement de tous les canaux de communication. Donc il faut évidemment, on tape les mails, on passe sur Teams et tout. Ce qui est intéressant, c'est pas si on bascule tout sur Slack, il faut se connecter plus, en fait on n'a pas résolu le problème du mail. Pour info, quand on passe sur Slack, on envoie 10 fois plus de mails que quand on est dans notre mail. Et ce qui est marrant, parce que le slogan de Slack, qui est un outil collaboratif, quand il a été lancé il y a une dizaine d'années, c'était libérez-vous l'email. Donc c'est très intéressant de voir le décalage entre l'idée de base et les usages, comment on utilise les outils. Donc, pardon, j'ai oublié, je fais un peu trop long. C'était quoi le point? Qu'est-ce qui est mis en place? Ah oui, les choses sociaux. Alors, j'en ai des ateliers de... Le problème des mesures radicales, c'est qu'en fait, on passe à côté des causes racines de ces problèmes. Et donc, spontanément, ça c'est un grand classique, quand on démarre un accompagnement, on va tout de suite avoir envie d'une solution. On pense que c'est un problème technique. Je vais vous en donner un autre. Franchement, l'IA va nous sauver du problème de mail. Je peux vous le dire aujourd'hui.
Donc le solutionnisme un peu radical, malheureusement, il n'a pas d'impact. Parce que le sujet qui est intéressant, c'est les moteurs plus profonds de culture de l'organisation, de culture managériale, qui font qu'on va se mettre dans la boucle des mails, qu'on va se reconnecter le soir avec le week-end, et finalement ça ne marche pas. Je vous donne un autre exemple d'une grande banque. C'est génial, c'est dans une conférence aussi. Donc elle donne l'exemple, la personne dit ah, nous on a été exemplaires, on a coupé les serveurs. Donc déjà ça pose quand même une grande question de tout le monde ne peut pas couper les serveurs. Déjà quand vous êtes sur le cloud, vous n'avez pas été un Google. Ensuite, si vous avez plusieurs fuseaux horaires, vous n'avez pas le choix. Enfin, en fait, il y a une faisabilité qui n'est pas possible. Et quand même, ça réagit un peu dans l'assistance, en disant, mais comment on fait, on fait des trucs graves et tout. Ah oui, bon, par contre, on a fait tout ça jusqu'à un certain grade, à partir de directeur et directeur associé, bien sûr, on a le droit d'utiliser la méthode. Donc ça, c'est génial. C'est l'exemple d'un bon message que vous envoyez aux salariés. C'est que vous avez fait un élément de fierté de pouvoir envoyer des mails en dehors des horaires. En fait, vous envoyez un message, si tu peux connecter ta boîte mail si tu as le droit, ça veut dire que tu as dépassé un certain grade. Et donc voilà, le problème des mesures radicales, c'est qu'elles ne traitent pas du sujet de fond, et en fait, on va en permanence retrouver des moyens de faire passer le message qu'on avait besoin de faire passer. Donc, on en a un peu envie, mais je n'ai pas d'exemple de mesure radicale qui a fonctionné. Le plus radical, moi je le connais et qui marche, c'est l'exemplarité. C'est en fait quand on a des grands chefs ou des grandes chefs qui disent en fait, on va commencer par nous sur la réunioniste et puis sur le tour d'un mail et qu'on l'applique. Ça a un effet radical sur la réduction des flux de communication en dehors des horaires, si on reste sur ce fil de la déconnexion. C'est radical sur la baisse des réunions. Donc l'exemplarité, pour moi, la mesure la plus radicale quand elle est portée à un niveau. Et les mesures techno, malheureusement, c'est un peu un pansement. Donc ça ne va pas durer très longtemps. Je vous remercie pour les questions et je vous propose d'acclamer nos intervenants pour